Bonjour tout le monde. Nous allons traiter le transport tubulaire dans sa deuxième partie. Et on va développer donc les mécanismes de transport dans l'anse de Henle, dans le tube distal et dans le canal médulaire, sans oublier bien sûr de parler des actions et des sites d'action des diurétiques. On va commencer par le transport dans l'anse de Henle. Donc, il faut dire que l'anse de Henle est une véritable épingle à cheveux située dans les pyramides de Malpighi. Donc, il y a des anses qui pénètrent profondément, alors il y a d'autres qui ne sont pas aussi longues. Elle conduit l'urine iso-osmotique qui sort du tubule proximal depuis le cortex jusqu'à la médulaire, premièrement par sa branche descendante, et la fait revenir dans le cortex par sa branche ascendante. Donc elle conduit une urine comment? D'osmolarité pareille à celle du plasma, c'est-à-dire aux alentours de 300 milliosmoles. Donc voyons ici sur cette image la branche descendante donc, qui fait descendre du liquide initialement isotonique jusqu'à la partie médulaire, et ensuite ce liquide est remonté ou bien remonte jusqu'au cortex par la branche ascendante. On doit parler des caractéristiques anatomo-histologiques et fonctionnelles de ce segment très important qui est l'anse. Donc, vous voyez bien ici les deux branches, c'est-à-dire la branche descendante et la branche ascendante, sont parallèles et ils pénètrent profondément dans la médula. Ils sont séparés, sont proches l'une de l'autre. Ils sont séparés d'un tissu interstitiel qui fait des vasa recta et ce tissu présente quoi? Présente un gradient osmotique allant de 1200 milliosmoles au niveau de la pointe jusqu'à 300 milliosmoles au niveau du cortex. Donc ce fort gradient a un intérêt capital dans la fonctionnalité de cette anse d'Henle. Alors, vous voyez bien ici le tube collecteur qui également se trouve juste à côté de ces éléments. Donc, tout ça, les éléments qu'on a cités, participent au mécanisme de création et de maintien d'un gradient appelé gradient osmotique corticopapillaire, a un intérêt capital dans les phénomènes de concentration et de dilution de l'urine définitive. Alors, les deux branches de l'anse de Henle sont caractérisées fonctionnellement par, premièrement, la branche descendante, elle est perméable. La branche descendante, elle est perméable à l'eau, mais imperméable au sodium. Alors, la branche ascendante, au contraire, elle est imperméable à l'eau, mais perméable aux solutés, principalement au sodium. On va voir quel est l'intérêt de cette notion. On va commencer les mécanismes de réabsorption hydroélectrolytique. Dans l'anse de Henle, la réabsorption hydrosodée est découplée, c'est-à-dire l'endroit de réabsorption hydrique qui n'est pas le même que celui de réabsorption du sodium. Découplé également, ça concerne la proportion, donc la partie hydrique réabsorbée diffère à celle réabsorbée du sodium. Donc la réabsorption hydrosodée est découplée, mais elle est toujours obligatoire, comme c'est le cas dans le tube proximal, est également non contrôlée, donc découplée, obligatoire, non contrôlée. Elle concerne 20% d'eau, à peu près 20% d'eau, et à peu près 25% du sodium filtré. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle est découplée et elle est non proportionnelle.
La réabsorption du NaCl dans la branche ascendante est secondairement active grâce à un cotransport électroneutre Na+, K+ de Cl- luminal. Donc c'est le mécanisme de transport du sodium au niveau de la branche ascendante. C'est à travers cette protéine spécifique, ou bien ce cotransport spécifique. Alors le sodium réabsorbé crée un gradient osmotique à l'origine de la réabsorption d'eau de la branche descendante via des aquaporines non contrôlées. Donc ce sodium, une fois c'est-à-dire passé au niveau de l'interstitium, il va appeler l'eau de l'autre côté, par osmose bien sûr, mais via des aquaporines 1, et c'est toujours une réabsorption non contrôlée. Alors, la branche ascendante permet également la réabsorption par voie paracellulaire cette fois-ci, mais contrôlée de 20% du calcium, mais essentiellement de 50% du magnésium. Donc, contrôlée par des récepteurs spécifiques, récepteurs essentiellement sanguins. Ces récepteurs sont sensibles à l'augmentation, par exemple, de la calcémie, du magnésémie, donc vont permettre une réabsorption paracellulaire de ces cations divalents. Voyons ici sur ce schéma représentatif. Donc le sodium est réabsorbé via ce cotransport Na+, K+, de Cn-. Alors le calcium et le magnésium sont réabsorbés par voie paracellulaire, mais c'est une voie, ou bien c'est une réabsorption contrôlée par des récepteurs spécifiques à ces cations divalents. Alors, ce transporteur est inhibé, bien bloqué, par les diurétiques appelés diurétiques de Nance, comme le furosémide ou la butinamide. Il bloque le fonctionnement de cette protéine, ce qui inhibe la réabsorption du sodium à cet endroit. Alors, au niveau de la branche descendante, elle est perméable, on a dit, elle est perméable à l'eau et imperméable au sodium. L'eau traverse les deux membranes, la membrane luminale et la membrane basolatérale, via des transporteurs ou bien via des aquaporines 1, non contrôlés toujours, c'est-à-dire non ADH dépendants. Voilà. On passe à une notion très importante qui est le gradient osmotique cortico-papillaire, qu'on a cité au début. Donc on va voir comment ce gradient est constitué. Le gradient osmotique de la médullaire est établi et maintenu par l'intervention de plusieurs paramètres ou bien de plusieurs éléments. La première des choses, il y a la disposition anatomique et les caractéristiques fonctionnelles différentes des deux branches de lance de Henle qui permettent un échange hydroélectrolytique permanent entre la branche descendante, le milieu interstitiel, la branche ascendante et le tube collecteur d'autre part. Donc voilà ici cette disposition anatomique particulière. Donc il y a plusieurs éléments qui sont situés juste à côté, ou bien qui sont situés parallèlement l'une de l'autre. Donc vous voyez ici la branche descendante, la branche ascendante et également il y a le tube collecteur. Sans oublier l'interstitium avec les vases rectales qui se trouvent également ici en parallèle et qui plonge en parallèle avec cette anse de Henle. Ajoutons bien sûr les caractéristiques fonctionnelles des deux branches. La branche descendante qui est perméable à l'eau et imperméable au sodium. La branche ascendante perméable au sodium et non perméable à l'eau. Donc ces caractéristiques permettent également de créer ou bien constitue un des facteurs qui permet la création du gradient osmotique cortico-papillaire. Voilà.
Donc, le processus de réabsorption du NaCl dans la branche ascendante, ici, amplifie le processus de réabsorption d'H2O dans la branche descendante. Donc, le premier élément qui permet la création de ce gradient, c'est la disposition anatomique particulière avec la fonctionnalité différente de ces segments. Voyons ici cette réabsorption, ou bien ce pompage du NaCl de la branche ascendante qui va appeler l'eau de la branche descendante. C'est une réabsorption découplée, bien c'est une réabsorption hydroélectrolytique ou bien hydrosodée découplée, comme on a dit au début. Passons maintenant au deuxième facteur. Donc, le deuxième facteur, c'est un élément transversal. C'est la création d'un gradient osmotique de 200 milliosmoles entre la branche descendante d'une part et le milieu interstitiel de la branche ascendante d'autre part à chaque étage. Donc voilà la branche ascendante qui est perméable uniquement aux solutés, essentiellement en NaCl. Donc la perte ou bien le pompage du NaCl de ce part va appeler l'eau de l'autre part et donc jusqu'à l'établissement d'un gradient de 200 milliosmoles des deux côtés. Donc voilà 200, 400, 400, 200, 400, 400 à chaque étage. Alors c'est un élément important et indispensable pour la création du gradient osmotique cortico-papillaire. Cet établissement, ou bien cet élément transversal de création d'un gradient de 200 milliosmoles à chaque étage. Le troisième élément, c'est un élément vertical. Donc, vous voyez bien verticalement l'écoulement à contre-gradient du liquide tubulaire à cet endroit. La branche descendante permet de faire pénétrer le liquide vers la médula. Alors, la branche ascendante lui fait remonter jusqu'au cortex. Voilà ces deux courants contraintes. Donc, l'un s'oppose à l'autre. Le premier, c'est vers le bas, le deuxième vers le haut. Et on parle d'un écoulement à contre-courant dans les deux branches qui permet également d'amplifier la concentration dans la branche descendante et d'amplifier la dilution dans la branche ascendante. Le quatrième élément, c'est l'écoulement continu du liquide. Ça, c'est un système d'écoulement ouvert. Un système ouvert. Donc, il y a toujours du liquide qui sort ou bien qui provient du tube proximal qui entre dans la branche descendante. Et il y a toujours du liquide qui sort de la branche ascendante et qui gagne le tube distal. On va passer à la création du gradient osmotique. Donc, dans ce titre, on va essayer d'assembler les 4 éléments qu'on a parlé pour mieux expliquer et décrire le déroulement de la création de ce gradient. Au départ, bien avant de commencer, il faut dire que l'osmolarité du liquide qui baigne dans l'anse d'un lait, elle est de 300 milliosmoles. Donc c'est un liquide isotonique avant bien sûr le pompage du NaCl et la réabsorption, etc. Donc au départ, le liquide qui baigne ici est un liquide isotonique. Donc s'il n'y a plus de gradient osmotique, le liquide qui gagne le tube distal ou même le tube collecteur par la suite et constitue par la suite l'urine définitive sera de quelle osmolarité?
sera de 300 milliosmoles, s'il n'y a plus de gradient osmotique cortico-papillaire. Donc on va voir la première étape de la constitution. Donc on a parlé de cet élément transversal, qui est très important, c'est la création d'un gradient de 200 milliosmoles de part et d'autre des deux branches. Voilà, la branche descendante va pomper du NaCl, donc va perdre 100 milliosmoles. Alors, la branche descendante va gagner ces 100 milliosmoles. Donc, on va aboutir à un équilibre de 200, 400, 200, 400, 200, 400 à chaque étage. Ensuite, à la deuxième étape, on a parlé du caractère continu de l'écoulement, c'est-à-dire que faisons passer la colonne du liquide dans l'anse d'un lait, un liquide d'osmolarité de 200 milliosmoles va quitter la branche ascendante pour gagner le tube distal. En même temps, un liquide d'osmolarité 300 milliosmoles va arriver, ou bien qui provient du tube proximal, entre dans la branche descendante. En même temps également, un liquide d'osmolarité 400 milliosmoles franchit le virage pour gagner la branche ascendante et fait face à un liquide d'osmolarité identique, 400-400. Donc on va aboutir à un nouvel équilibre, 200-300, 200-300, 400-400. Donc vous voyez bien ici, le gradient de 200 milliosmoles qui est déjà créé est aboli dans ce cas-là. Donc il faut renouveler ce gradient. On va voir comment ça se fait. Donc voilà. Donc les 200 qui sont là vont perdre 50. Alors la branche descendante, au même étage bien sûr, va gagner ces 50 milliosmoles. Donc ça donne 150, 350, 350. Donc elle était 200, 300. Les 200 ont perdu 50 millimoles. Alors les 300 ont gagné ces 50 milliosmoles. Donc ça devient 150, 350. Donc la différence c'est 200 milliosmoles. Alors en bas, il était 400, 400. Donc les 400 ont perdu 100 milliosmoles pour devenir 300. Alors les 100 sont gagnés par la branche, par le même étage de la branche descendante, pour devenir 500 milliosmoles. Et ça devient 300, 500, 500. Donc c'est le nouveau équilibre. 150, 350, 150, 350, 300, 500. Donc vous voyez bien ici, donc vous constatez cette concentration progressive au niveau de la branche descendante et cette dilution progressive de la branche dans la branche ascendante, 350, 500, 300, 150. On continue. Donc, la quatrième étape, donc il y a toujours l'arrivée du liquide d'osmolarité 300 milliosmoles qui vient ou bien qui provient du tube proximal, et il y a un liquide d'osmolarité de 150 ici, donc 150 milliosmoles qui quitte la branche ascendante pour gagner le tube distal. En même temps, un liquide d'osmolarité de 500 milliosmoles franchit le virage pour arriver au niveau de la branche ascendante et fait face à un liquide de même osmolarité. Donc on va aboutir à un nouvel équilibre, 300, 150, 350, 300, 500, 500. Donc toujours il y a abolition de ce gradient déjà créé, le gradient de 200 milliosmoles déjà créé dans la troisième étape. Donc il faut qu'il y ait un deuxième mécanisme, ou bien un autre mécanisme
qui va créer ou bien rétablir ce gradient de 200 milliosmoles de part et d'autre des deux branches. Donc, les 150 vont perdre 25 milliosmoles qui seront gagnés par les 300 du même étage, bien sûr. 125, ça va donner 125, 325, 325. Il était 150, ça devient 125. Les 25 sont gagnés par les 300 pour donner un équilibre de 325, 125. Donc, la différence, c'est 200 milliosmoles. Le deuxième étage, il était à 300, 350. Donc, les 300 ont perdu combien? 75. Ça a devenu 225. Alors, les 75 ont été gagnés par la branche descendante dans le même étage, bien sûr. Et ça devient 350, ça devient 425. Plus 75, ça donne 425. Donc, 225, 425. La différence, c'est 200 milliosmoles. Alors, tout en bas, il était à 500 milliosmoles de part et d'autre. Donc, l'une va perdre 100 milliosmoles et l'autre va gagner les 100 milliosmoles et ça devient 400, 600, 600. Donc, vous voyez bien ici la multiplication de la concentration, 325, 425, 600. Ici, multiplication des dilutions, 400, 225, 125. Alors, c'est la cinquième étape. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'arrivée, ou bien il y a l'avancement de cette colonne du liquide, et l'arrivée d'un nouveau liquide de 300 milliosmoles, et les 600 vont quitter et vont franchir ce virage pour gagner la branche ascendante, et les 125 également vont quitter la branche ascendante pour gagner le tube distal. Et ainsi de suite, pour arriver à la fin à un équilibre de 300 jusqu'à 1200 concernant la branche descendante et de 1200 ou bien 1000 jusqu'à 100 milliosmoles dans la branche ascendante. Et on peut dire que la branche descendante est constituée d'un liquide progressivement concentré de 300 jusqu'à 1200. Donc, c'est la multiplication des concentrations. Alors, la branche ascendante est constituée d'un liquide progressivement dilué de 1000 jusqu'à 100 milliosmoles. Voilà, grosso modo, les étapes qu'on a essayé de les découper pour mieux comprendre comment le gradient osmotique se crée. Au total, on peut dire que les urines sont isotoniques à la sortie du tube proximal, hypertoniques à la pointe de l'anse et toujours hypotoniques à l'entrée du tube distal. Alors, l'anse de Henle, par la création et le maintien de ce gradient, prédispose au mécanisme de concentration et dilution de l'urine. Donc, c'est l'intérêt de la création de ce gradient. On a dit que s'il n'y a plus ce gradient, les urines éliminées, ou bien l'urine éliminée sera un liquide isotonique, d'une osmolarité de 300 milliosmoles. Et donc, l'organisme ne peut ni concentrer ni diluer l'urine définitive. Voilà en ce qui concerne l'intérêt. Donc, l'intérêt, ou bien le rôle, ou bien le gradient osmotique corticopapillaire est nécessaire à la fonction de concentration de l'urine qui aura lieu au niveau du tube distal et du canal collecteur, en présence bien sûr de l'ADH, c'est-à-dire la possibilité d'excréter d'urine soit concentrée, soit diluée, puisque une fois ici, les 100 milliosmoles qui vont gagner le tube distal ici, donc 100 milliosmoles, donc c'est un liquide d'osmolarité de 100 milliosmoles. Si l'organisme
on n'a pas besoin d'eau, c'est-à-dire, par exemple, un état d'hyperhydratation, le liquide continue son trajet pour que les urines soient comment? Soient hypotoniques. Donc, on va éliminer beaucoup d'eau puisqu'on est dans un état d'hyperhydratation, d'excès de liquide. Voilà. Alors, au contraire, si l'organisme est en état de restriction hydrique, a besoin d'eau, donc ici, il y a l'intervention de l'ADH au niveau du tube collecteur. Il va y avoir réabsorption d'eau, réabsorption de l'eau libre, bien sûr, sans réabsorption de sodium à cet endroit, et ce qui va concentrer les urines selon l'état d'hydratation, selon les besoins, bien sûr, pour avoir des urines à la fin, pour avoir de l'urine concentrée. Donc, c'est le pouvoir de concentration. On passe au transport dans le tube contourné distal. Donc, il faut dire que le tube distal est divisé en deux parties. Une partie initiale imperméable à l'eau et une partie terminale responsable d'une réabsorption hydrique sous contrôle de l'ADH. Alors, on décrit dans le tube distal toujours une réabsorption du sodium et du potassium aldostérone dépendante, mais également, il y a une sécrétion des ions H+, qui est également sous contrôle de l'aldostérone. Alors, l'osmolarité du fluide tubulaire au niveau du tube distal est à sa valeur la plus faible. Donc, c'est pour ça on dit que le tube distal est le segment dit de dilution. Elle peut toucher 60 milliosmoles par réabsorption du sodium dans le tube distal. Alors, on a dit que la première partie, c'est-à-dire la partie initiale du tube distal, elle est imperméable à l'eau. Donc, il y a réabsorption de sodium sans réabsorption d'eau. Donc, c'est pour ça le liquide, c'est-à-dire devient plus hypotonique. Donc, il était à 100 milliosmoles, il peut devenir 60 milliosmoles. Le tube distal est constitué de quoi? Il est constitué des cellules particulières. Il y a les cellules P, qui sont responsables de la sécrétion du potassium et de la réabsorption du sodium et du calcium. La réabsorption du sodium et la sécrétion du potassium essentiellement sous l'action de quoi? Sous l'action de l'aldostérone, comme on a dit, puisqu'elle les cellules P présentent des récepteurs spécifiques pour l'aldostérone, récepteurs cytoplasmiques. Alors, il y a également l'existence des cellules A intercalaires A et B qui jouent un rôle important dans l'équilibre acide-base. Il faut noter également que l'épithélium du tube distal présente un aspect serré, donc les jonctions intercellulaires sont très serrées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de passage paracellulaire dans ce segment-là. En ce qui concerne la réabsorption des électrolytes, en particulier le sodium et la sécrétion du potassium, on peut dire que la réabsorption du sodium, elle est faible dans ce segment, mais elle a un rôle important dans l'équilibre hydroélectrolytique. Alors, uniquement 2% sont réabsorbés sous l'action de l'aldostérone, mais cette valeur, ou bien ce pourcentage est très important sur le plan physiologique. Alors, dans la partie initiale du tube distal, la réabsorption se fait grâce à un cotransport Na+, CN-. Donc, il n'y a plus l'intervention d'aldostérone dans cet endroit, c'est-à-dire dans la partie initiale. Alors, dans la partie terminale, donc ici, il y a les cellules P avec la présence des récepteurs spécifiques à l'aldostérone. Également au niveau de la partie initiale du tube collecteur. Elle se fait grâce, c'est-à-dire la réabsorption se fait grâce à des canaux sodium, potassium, aldostérone dépendants. Donc il y a une réabsorption du sodium contre
une sécrétion du potassium. Donc, ce mécanisme est sous le contrôle d'aldostérone. On va voir ça sur le schéma. Donc, voyons ici dans le tube distal initial, c'est-à-dire la partie initiale, la première partie du tube distal. Donc, ici, il y a l'intervention d'un cotransport, bien d'un cotransporteur, Na plus Cn-, qui permet la réabsorption du sodium dans ce segment. Ces transporteurs sont inhibés par les diurétiques thiazidiques. Donc, une fois inhibé, ce transporteur, le sodium reste accumulé ou bien la charge sodique sera très importante dans le liquide tubulaire. Donc, il garde avec lui l'eau. Donc, il va y avoir diminution de la réabsorption de l'eau. Et donc, l'eau sera éliminée. C'est l'effet diurétique des thiazidiques. Alors ici, vous voyez également, il y a la réabsorption du calcium qui est contrôlée par la PTH, l'hormone parathyroïdienne ici. Donc l'hormone parathyroïdienne favorise la réabsorption du calcium, favorise la réabsorption distale du calcium. Ici, dans la partie la plus distale du tube distal toujours, et le tube collecteur, dans sa partie corticale, il y a les canaux potassiques et sodiques aldostérone dépendants. Donc l'aldostérone favorise la réabsorption du sodium et la sécrétion du potassium par ces canaux-là. Également stimule la sécrétion des ions H+, à ce niveau-là. Donc c'est un transport aldostérone dépendant. Alors, ces canaux sont inhibés par des diurétiques dites anti-aldostérone. Il y a l'amyloride, il y a la spironolactone, comme l'aldactone, et il y a le facteur natriurétique azrial. Donc, sont des diurétiques anti-aldostérone. Ils sont dites comment sont des diurétiques épargneurs du potassium, puisque en inhibant ce transporteur, donc il n'y a plus de sécrétion de potassium. Le potassium s'accumule dans le sang, donc, ce qui va augmenter la kaliémie. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des médicaments ou bien des substances épargneurs du potassium. Donc qui maintiennent et qui inhibent la sécrétion du potassium par ces canaux aldostérone dépendants. L'aldostérone est une hormone minérale corticoïde sécrétée par la glande cortico-surrénale suite à plusieurs facteurs, essentiellement l'hypercalémie, mais également l'hyponatrémie, l'hypovolémie et la baisse de la pression artérielle. Voilà, donc le principal facteur qui stimule la sécrétion de l'aldostérone, c'est l'hypercalémie, puisqu'on a dit que l'aldostérone permet la sécrétion du potassium via des canaux spécifiques potassiques aldostérone dépendants dans le tube distal, dans sa partie terminale et dans le tube collecteur, dans sa partie corticale. Alors également, il y a l'intervention de l'appareil juxtaglomérulaire qui détecte une hyponatrémie, une hypovolémie, une baisse de la pression artérielle. Donc tout ça vont activer l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 stimule la libération de l'aldostérone par la partie glomérulée de la cortico-surrénale. Alors les actions de l'aldostérone, donc il permet la sécrétion du potassium, la réabsorption du sodium. La réabsorption du sodium, ça va retentir sur la volémie et la pression artérielle. Donc, on va augmenter la pression artérielle, sans oublier bien sûr un autre rôle, c'est la sécrétion des ions H+. Voilà, on a cité les actions. En ce qui concerne le calcium, donc on a vu ça dans le schéma précédent.
Donc, la réabsorption du calcium, elle est comment? Elle est régulée, en particulier par la PTH, hormone parathyroïdienne, et le calcitriol, c'est-à-dire la vitamine D. Elle se fait à raison de 10 à 15% dans ce segment-là. Le calcium diffuse la membrane apicale via des canaux calciques spécifiques, potentiels dépendants. Alors, il quitte la face sanguine ou basolatérale via un échangeur Na+, K+, ou bien Ca2+, pardon, ou bien à travers des pompes calciques ATPase dépendantes. En ce qui concerne l'équilibre acide-base, donc en cas d'acidose, il y a le fonctionnement, comme on a dit, des cellules intercalaires de type A. Les cellules intercalaires de type A sont activées lors d'un état d'acidose, et ce qui permet quoi? L'élimination de l'excès des ions H+, à travers des pompes H+ ATPase qui sont aldostérone dépendants, et en même temps, il y a une récupération des bicarbonates suite à la dissociation, bien sûr, de l'acide carbonique. Donc, il y a récupération des bicarbonates, ce qui va augmenter le pH sanguin de l'autre versant. Alors, en cas d'alcalose, il y a l'intervention des cellules intercalaires de type B. Dans ce cas-là, il y a l'élimination ou bien la sécrétion de l'excès des bicarbonates à travers un échangeur HCO3- Cl-, et récupération des ions H+, après bien sûr la dissociation de l'acide carbonique par l'anhydrase carbonique, bien sûr. Donc il y a récupération des ions H+, qui seront réabsorbés pour diminuer le pH et pour lutter contre l'état d'alcalose. Alors, on va voir le transport dans le canal collecteur dans la prochaine séance.